Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous pour ce dernier webinaire de la saison. Après, on part en vacances, on ferme boutique, tout le monde se barre. Je crois qu'on a tous besoin de repos et on est parti là-dessus aussi à l'agence, même si on va pas complètement la fermer. Mais je pousse tout le monde à partir en vacances, donc partez en vacances vous aussi, tant que le variant Delta n'est pas là. Puis on a besoin de repos et c'est important. Donc pour ce dernier webinaire, c'est le troisième de la saison, c'est le troisième aussi autour du marketing RH et du livre 3 méthodes marketing pour les RH que nous avons coécrit avec Chloé. On a déjà parlé de recrutement avec Hervé Seebus, d'expérience collaborateur avec Jean-Noël Chintreuil. Aujourd'hui, on parle de marque employeur avec Camille Morvan. Bonjour Camille, bonjour Chloé. À toi la parole Camille pour te présenter. T'es patronne présidente de GoChaba, mais tu vas préciser ça mieux que moi. Ouais, merci Gabriel, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous et à toutes. Alors, moi, j'ai créé une société qui s'appelle GoChaba qui fait de l'évaluation de talent, donc recrutement et mobilité interne, à partir de jeux vidéo et de sciences cognitives. La genèse de ça, en fait, c'est que moi, j'étais chercheuse notamment à l'université d'Harvard aux États-Unis. J'ai travaillé sur la prise de décision et dans mon travail de chercheuse, j'ai développé des outils qui permettent de mesurer les capacités cognitives des personnes. Donc, capacité cognitive, ça peut être la capacité à gérer la complexité, l'empathie, des choses comme ça. Et en fait, j'ai extrait des méthodes scientifiques pour mesurer les compétences et on les a transformées en jeux vidéo. Donc, aujourd'hui, GoChaba, c'est un outil basé sur du jeu vidéo qui permet de mesurer le potentiel des personnes. Et ça répond à plein d'enjeux, dont certains qu'on va couvrir ensemble, notamment sur la précision du recrutement et sur la marque employeur. Et quand tu dis jeu vidéo, c'est du Doom ou c'est du casual gaming? Ouais, alors c'est effectivement du casual gaming parce que, alors on pourrait faire du Doom pour recruter, ça a d'autres avantages. Nous, l'intérêt de ce qu'on fait, c'est que, donc le casual gaming pour celles et ceux qui sont avec nous, c'est les trucs type Candy Crush, c'est des petits jeux simples en fait, hein, où on va cliquer sur des objets avec une scénarisation mais qui est un peu limitée. Par exemple, on a un jeu qui va mesurer la collaboration, où votre tâche en tant que joueur, c'est d'amener une tortue d'une île donnée à une autre île. Et dans ce parcours, vous travaillez avec quelqu'un d'autre. Et là, on va mesurer votre capacité à prendre en compte l'autre dans cette tâche-là. On a d'autres jeux où on va juger des chiffres et des lettres. Est-ce que le chiffre est pair-impair? Est-ce que la lettre est une consonne ou une voyelle? Et ce qui est intéressant, enfin pour nous, en fait, la technique qu'on a utilisée, c'est vraiment de partir de protocoles scientifiques précis et de gamifier ça. Donc, ça permet de garder quelque chose de très précis tout en travaillant, en peaufinant la marque employeur de nos clients. C'est des jeux qu'on fait un peu aussi dans des ateliers de design thinking. Enfin, cette histoire de la tortue, ce genre de truc pour souder une équipe, c'est des choses qu'on peut faire de façon un peu ludique pour initier un atelier. Oui, alors je pense que la gamification aujourd'hui, elle est quand même utilisée dans plein de domaines. Donc oui, c'est pas étonnant qu'il y ait des choses qu'on ait rencontrées. Après, ça vient pas forcément de la même source. Nous, on part vraiment des protocoles scientifiques qu'on gamifie. Là où, tu vois, sur un atelier de design thinking, si ton objectif, c'est de faire travailler les gens ensemble, tu t'en fous un peu de la mécanique précise du jeu tant que ça marche et tant que les gens sont engagés, quoi. C'est un bon moment, quoi. Là, on part vraiment de quelque chose qui est vraiment précis. Tu vois, on a fait 3 ans de R&D et on a commencé à commercialiser donc il y a 3 ans, en fait. D'accord. Chloé, tu te représentes pour les gens qui ne te connaissent pas, même si c'est la 3e fois ou même plus qu'on parle de ce livre et de ses méthodes. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Chloé Duval, je suis consultante 1 minute 30 depuis, ça fait 1 an et demi maintenant, et j'ai une carrière de plus de 20 ans de conseil en marketing derrière moi. Chez 1 minute 30, je suis spécialisée dans les thématiques autour de la marque employeur et Gabriel vient de le dire, on a sorti en début juin, un livre coécrit avec une quinzaine d'experts, dont Camille qui a participé et que nous avons interviewé sur les méthodes marketing appliquées aux enjeux RH, aux approches RH. Et on parle aujourd'hui de marque employeur parce qu'une des méthodes concernait construire sa marque employeur avec des méthodes marketing. Voilà, et donc pour commencer, je sais pas, peut-être toi Chloé, pour commencer sur qu'est-ce que la marque employeur?
Oui, pour commencer, on peut peut-être rappeler ce qu'est la marque employeur. Effectivement, même si c'est un concept bien connu ou largement répandu maintenant, il existe depuis une trentaine d'années, peut-être même une trentaine d'années à peu près. Et je dirais que la marque employeur, c'est en gros la proposition de valeur d'une entreprise, proposition de valeur et promesse faite par l'entreprise dans son rôle d'employeur. Donc, elle s'adresse, la marque employeur, aux candidats et aux collaborateurs. Et en fait, c'est l'ensemble des avantages qu'elle propose à ses collaborateurs, sa vision de ce qu'elle est en tant qu'employeur. Et c'est ce qui va donner envie, en fait, communiquer et packager. C'est ce qui va donner envie aux candidats de rejoindre l'entreprise et aux collaborateurs d'y rester et de s'engager. Et évidemment, le grand enjeu, c'est que ça ne reste pas que de la communication et une sorte de vernis en fait, mais que ça rejoigne la réalité, parce qu'il y a en gros 3 dimensions. Enfin, il y en a sûrement plus, mais 3 importantes et dont on a parlé dans le livre, qui sont la dimension factuelle, c'est-à-dire qu'est-ce que nous proposons en tant qu'employeur de fait, en rémunération, en bénéfices, en formation, en accompagnement pour grandir et progresser. Ça, c'est le factuel. Mais il y a aussi ce qui est vraiment vécu et ressenti dans les équipes et les candidats, parce que le parcours candidat doit être pris en compte par la marque employeur, ça en fait partie. Donc, qu'est-ce qui est vécu et ressenti réellement dans les équipes, et puis qu'est-ce qui est attendu aussi. C'est-à-dire que la marque employeur, elle doit prendre en compte ce que ses candidats et ses collaborateurs attendent. Et je pense que l'enjeu, Camille, je la vois qui acquiesce, mais donc elle va nous en parler. Je pense que l'enjeu, c'est que les 3 dimensions, même si elles pourront probablement jamais être complètement raccord, se rapprochent le plus possible. Tu veux compléter, Camille ? Ouais, je trouve ça bien de le séparer comme tu le fais, Chloé, entre factuel, ressenti et attendu. C'est un bon modèle pour se le représenter. Je pense que là où alors moi, avant de monter Gochaba, je faisais de la chasse de tête aux États-Unis pour des postes en techno et en finance. Et les marques pour lesquelles c'était les plus faciles de recruter, quelque part, c'était celles qui avaient une culture forte. Et bon, là, je parle de culture, c'est pas exactement la marque employeur, mais évidemment, c'est complètement relié. Et quand je parle de culture forte, justement, c'est pas forcément une culture consensuelle ou hyper. En fait, toutes les marques vont dire, nous, chez marque Bidule, on est bienveillant, on est respectueux, on veut un impact positif, etc. En fait, comme tout le monde dit ça, ça a pas trop de sens et c'est vraiment difficile de trouver les bonnes personnes pour la boîte. Je pense notamment aux États-Unis, je recrutais pour un hedge fund qui a plutôt une culture très cutthroat, quoi, vraiment hyper agressive. On trouvait moins de candidats parce que la culture est sélectionnée de fait les candidats qui avaient envie de vivre ce type d'expérience-là. Mais du coup, quand on avait un candidat ou une candidate, on savait que ça allait coller, quoi. C'était des personnes qui avaient vraiment ce type de mentalité-là. Et donc, c'est important qu'il y ait une forme d'alignement et que si on présente à l'extérieur une image de je sais pas, plutôt développement durable, éthique, etc. Et que quand le candidat, la candidate arrive dans la boîte, on se rend compte que c'est complètement l'inverse. Là, il y a quand même un problème. Que ça soit pas 100% aligné, ça se comprend. Je pense que la plupart des candidats, des candidates seront complètement aptes à comprendre que l'alignement est pas à 100%. Par contre, il faut pas qu'ils aient l'impression d'avoir été floués au moment du recrutement, par exemple. Ouais. Ouais, complètement. Et alors, excusez-moi, j'ai toute la police nationale qui est en bas de chez moi en ce moment. On n'entend pas. Apparemment, ouais, si Donc, je vous laisse auto-animer 2 secondes le temps qu'elle parte. Oui, non, moi je me disais, donc culture, rester fidèle à sa culture, je trouve ça intéressant, ton histoire de hedge fund avec une culture de killer, là. Et je me dis, je pensais aux boîtes qui ont une culture, au contraire, extrêmement peu populaire. Je pense à Amazon. Et alors eux aussi, ils auraient intérêt à développer leur marque employeur, mais de façon à contrebalancer en fait cette culture. Ils ont une super culture produit en fait et service,
Donc, Ouais. une culture sur leur marque, pour leur marque commerciale qui est extrêmement appréciée et utilisée. Et à l'inverse, une culture employeur qui sont pas super positives. Ouais. Mhm. Mais justement, je pense que pour une boîte comme Amazon, la marque employeur d'Amazon, elle est claire, en fait. Donc, c'est a priori, de ce que je comprends d'une boîte comme celle-là, pour le coup, je trouve qu'elle a, on peut être complètement à l'opposé en termes de valeurs et être pas d'accord avec eux. Mais si on regarde juste la partie marque employeur, pour moi, ils font un boulot qui est plutôt pas mal parce que ils ont une réputation. En fait, je pense que les gens qui vont chez Amazon, ils vont pour cette culture produit et cette culture d'excellence. Enfin, en fait, bon, il y a deux raisons. Soit on a le choix, on va chez Amazon pour cette culture-là, soit on n'a pas le choix et on va chez Amazon parce que c'est le seul employeur. Parce que justement, on n'a pas le choix. Ouais. Ouais. Et dans ce cas-là, clair. Voilà, dans ce cas-là, le truc c'est est-ce que Amazon a intérêt. Enfin, ils ont des partis pris extrêmement forts aux États-Unis, notamment sur. Enfin. Ils sont pas là pour faire le bien dans le monde, quoi. Et ils sont clairs là-dessus. Donc, moi, je dirais en termes de marque employeur, au moins, c'est aligné. A priori, on sait que si on va bosser chez Amazon, donc il y a au moins l'intérêt d'être aligné. Mais je pense, par exemple, il y a des cas intéressants, par exemple, dans l'industrie du tabac ou l'industrie des armes. Là, on a des cas intéressants parce qu'en fait, c'est des industries qui ont quelque chose de négatif a priori, parce que a priori, les gens veulent pas aller fabriquer des armes ou bosser dans le tabac. Et en réalité, moi, j'ai rencontré, je sais pas, par exemple, Philippe Maurice qui fait énormément de choses pour leurs employés et où, en réalité, je les trouve, au final, je trouve qu'ils ont une culture d'entreprise qui est peut-être beaucoup plus positive que d'autres boîtes qui, en théorie, sont censées faire travailler plutôt sur des choses éthiques, durables, etc. Donc, justement, je trouve que c'est assez intéressant de bosser avec des boîtes qui sont un peu on the edge, quoi, sur les aspects de marque employeur. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, en fait. On peut traiter extrêmement bien ses employés, même si au final, on fabrique du tabac. C'est pas incompatible. Moi, j'avais une petite question à te poser avant que la police nationale ne passe. C'était comment t'es passé de Harvard à un cabinet de recrutement à monter ta boîte. Alors ça n'a pas directement grand chose à voir avec la marque employeur, mais je trouve que c'est un parcours intéressant. Alors moi j'ai fait de la recherche parce que je trouve ça hyper intéressant d'analyser des problèmes, de vraiment chercher et de trouver des solutions à des problèmes complexes. Et puis quand même le milieu de la recherche c'est hyper cool, hein. Moi je voulais arrêter après la thèse et puis en fait c'était tellement sympa que j'ai continué. Et ensuite, au bout d'un moment, ce qui m'a manqué, c'était l'impact, parce que dans la recherche, enfin, il y a des gens que ça motive suffisamment de se dire qu'un jour ils auront un prix Nobel ou qu'ils vont écrire des articles, etc. Pour moi, c'était pas vraiment suffisant. Donc, ce qui m'a étonné, c'est le niveau de connaissance qui existe dans le monde académique et qui est pas appliqué en dehors. Par exemple, à Harvard, j'enseignais différentes disciplines, dont la psychologie des organisations. Et en psychologie des organisations, on connaît plein de choses sur les différents modes de leadership, sur comment motiver les gens. On sait que, par exemple, motiver les gens avec de l'argent, il y a une limite à ça. Même des fois, ça peut être délétère, en fait, d'utiliser l'argent comme motivateur. J'ai testé, ça a foiré, moi. Et du coup, je me dis, c'est un peu dommage d'avoir toutes ces connaissances-là qui dorment dans les mains de personnes très, très éclairées, mais qui en font pas profiter le reste du monde. Donc, moi, j'ai décidé de créer une boîte. Là où, je sais pas, je connais aussi d'autres chercheurs qui ont décidé de faire le passage de la recherche à créer une boîte, je le comprends assez bien. C'est la pause en cabinet de recrutement que tu as évoqué qui me surprend plus, en fait. Ah, mais c'est marrant. Ça, c'était un peu la même chose, en fait. C'est que je me suis dit, comme j'étudiais la prise de décision, ce que j'ai remarqué, c'est que la prise de décision dans le recrutement était quand même, comme toutes les prises de décision humaines, elle est biaisée, il y a plein d'erreurs, etc. Et je me suis dit qu'on pouvait appliquer des méthodes de prise de décision telles que nous, on les explorait sur des modélisations économiques, etc., au recrutement. Bon, et il se trouve que être à Harvard pour faire de la chasse, c'est quand même vachement pratique parce que tout le monde veut recruter des personnes d'Harvard, donc ça m'a donné l'occasion de tester un peu différentes méthodes. Et c'est pour ça qu'après, je suis allée sur le recrutement. Mais tu avais déjà l'idée de créer ta boîte au moment où tu es allé dans le cabinet de chasse, en fait. C'était pour tester tes idées et tes concepts. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, c'était un bon terrain d'expérimentation, quoi. Oui, et c'est ça qui m'a permis de me rendre compte qu'en fait, en recrutement et en mobilité interne, le gros enjeu aujourd'hui, c'est les outils.
d'avoir des outils qui permettent de gérer du flux. Enfin, d'ailleurs, pour revenir sur le sujet de marque employeur, alors recrutement ou mobilité interne, aujourd'hui, on est quand même sur, il y a énormément de choses qui ont changé sur le recrutement, et notamment le fait que aujourd'hui, les recruteurs doivent gérer de plus en plus des flux, donc des flux constants et permanents, là où il y a 20 ans ou 30 ans ou 50 ans, on recrutait quelqu'un pour une carrière. Donc aujourd'hui, c'est d'autant plus important d'avoir des outils qui permettent de gérer ce volume, en fait, de manière hyper rapide. Et en parallèle, il y a vraiment le sujet de la marque employeur qui devient complètement primordial. Et là, du coup, Chloé, c'est la recherche que tu as menée. Et on voit que la marque employeur, c'est primordial parce que on est quand même à un gros changement d'époque avec énormément de challenges, évidemment, économiques, sociaux, environnementaux, etc. Et évidemment, du coup, les personnes cherchent du sens dans leur travail. Et c'est là où les entreprises, du coup, ont d'autant plus une obligation, en fait, de proposer quelque chose qui a du sens aux employés et aux collaborateurs, collaboratrices qui sont déjà en interne. Pour faire le parallèle avec le marketing, qui est quand même le parallèle qu'on file tout au long du livre pour dire que il y a plein de méthodes marketing qui s'appliquent au RH. Tu parlais de flux et de passage de gens plutôt statiques ou de campagnes, on va dire, plus statiques à une vraie logique de flux entrée-sortie. On a la même chose dans le marketing, en fait. On est passé de campagnes qu'on faisait une fois par an, une fois tous les 2 ans, ou pour les gros acteurs avec 3 campagnes par an, à des logiques de flux où on fait de l'acquisition en permanence avec les outils du digital, etc. Il y a des entrées-sorties, les campagnes changent en permanence, on les adapte en permanence, etc. Et je pense qu'avec la digitalisation de façon globale et l'évolution des mœurs, on passe vers un monde de flux qui se gère avec des process et plus uniquement de façon artisanale, avec des logiques un peu de batch, etc. Ouais. Et ça, c'est intéressant de faire ce parallèle-là. On a qui Sébastien qui nous dit pas mal de choses concernant la marque employeur. On ne voit pas grand-chose sur une partie totalement mise de côté. C'est la diffusion de cette marque employeur. Quelles sont les bonnes difficultés de quoi? Je t'ai pas entendu. La diffusion de la marque employeur. Comment on la diffuse? Et on disait et Sébastien nous dit aussi, le marketing a des méthodes exceptionnelles, mais toujours pas appliquées à la marque employeur. Avant qu'on creuse, effectivement, on avait prévu de parler des mythes de la marque employeur, mais je suis assez partant pour engager la discussion avec Sébastien et l'ensemble de la salle. Sébastien, d'ailleurs, si tu veux intervenir, tu peux appuyer sur la petite main pour faire speak. Mais en attendant, Chloé, Camille, est-ce que vous avez des réponses à faire à Sébastien et sur la diffusion de la marque et sur quelles méthodes marketing sont utilisables pour et la construire, ça c'est l'objet du livre en partie, mais aussi pour la diffuser, et ça rejoint les questions de communication externe, interne d'abord, mais aussi externe. Ouais. La diffuser, effectivement, il y a une question de la diffuser en interne, la diffuser en externe, et c'est vrai qu'en interne, je vois souvent que la marque employeur est pas, enfin, on s'intéresse beaucoup à l'externe en fait, et en interne, c'est pas toujours si bien diffusé que ça. Il y a même des entreprises où, par exemple, les collaborateurs sont pas au courant de tout ce que la boîte fait pour eux, ni de ses engagements, ni des bénéfices auxquels ils peuvent avoir accès, ni parfois de certains je sais pas, pendant le Covid, de certains engagements forts qui ont été pris par la direction, par exemple, qui a renoncé à tel ou tel avantage ou salaire. Il y a des choses qui se savent pas. Donc, effectivement, pour l'interne, moi, je dirais que il y a un vrai travail à faire sur communiquer tout ce que l'entreprise propose à ses collaborateurs et tout ce sur quoi elle s'engage. Et ça contribue fortement, en fait, à créer le sens dont parlait Camille, je pense, à créer le sens, à créer la cohésion, à générer un peu un esprit de corps, en fait, que la marque employeur est censée contribuer à générer. Et là-dessus, quels sont les moyens? Les moyens, il y en a plein pour communiquer en interne. On va pas faire toute la liste des moyens de communication interne, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Les réseaux internes, les newsletters, les écrans, parce on travaille pas toujours avec des équipes connectées ni toujours sur le même site, mais il y a des écrans sur les différents sites, etc.
Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je remarque cette nécessité d'insister sur la marque employeur en interne, parce qu'il n'y a pas que les candidats et les futurs candidats qui sont des cibles. Camille? Ouais, je suis complètement d'accord. Nous, on observe beaucoup. Alors, nous, en fait, l'outil Gochaba était plus utilisé pour le recrutement jusqu'à récemment. Et puis, je rebondis sur quelque chose que disait Sébastien aussi sur l'application de la gamification sur les processus internes. Donc là, en particulier avec le Covid, c'est devenu d'autant plus urgent pour nous d'adapter le produit pour de l'interne. Et ce qu'on remarque, nous, donc, on a plus de retours d'expérience sur l'externe que sur l'interne. Je pense en partie, comme le disait Chloé, parce que c'est sur l'externe que les entreprises mettent le plus le paquet. Moi, ce que j'ai observé sur l'externe qui marche bien, c'est quand on arrive, nous, dans une entreprise, à un moment où ils font une refonte globale des process. Et parce que pour moi, il y a un sujet qui est... tout à l'heure, on parlait d'alignement. Et donc cet alignement qui est du coup plutôt factuel sur comment je me présente et comment je suis, il y a du coup une question d'homogénéité des contenus. Donc souvent ce qui marche le mieux pour nous, c'est quand on arrive dans une entreprise qui fait une refonte totale de leur branding en fait, et lors de cette refonte, non seulement ils travaillent leur contenu, comment ils vont le présenter aux employés, et à ce moment-là, ils choisissent des outils. Et donc, par rapport à ce que dit Sébastien sur la diffusion, il y a énormément d'outils qui existent, que ce soit sur de la communication interne par rapport à ce que disait Chloé, ou sur des choses plutôt externes, comme ce qu'on propose nous, qui est un outil, c'est pas un outil de marque employeur, mais c'est un outil qu'on peut intégrer dans une refonte de marque employeur. Mais je pense qu'il y a vraiment cette idée où, pour moi, pour que la marque employeur fonctionne bien, il faut que de temps en temps, il y ait des checks un peu globaux, donc une fois par an, une fois tous les 2 ans, etc. Et de s'assurer tous les trimestres qu'on a un alignement, en fait. Mais il faut pas laisser... Je pense que c'est important que le produit parle avec les sales, parle avec la RH, parle avec le marketing, pour que cet alignement, il reste... C'est hyper dur de recombiner à chaque fois les différents pôles. Même dans une boîte comme la mienne, où on n'est que 30, on met vraiment beaucoup le paquet sur comment aligner les différentes parties de la boîte, parce que c'est vite arrivé que, par exemple, le produit va dans une direction hyper éthique, les commerciaux survendent un peu, par exemple, et ça peut créer des tensions. Ça peut démotiver les gens pour rien, quoi. Enfin, pour rien. Donc, le travail à faire pour remettre en cohérence, je pense c'est beaucoup de boulot, mais c'est essentiel. Merci encore à Sébastien pour la référence à Employee First, Customer Second, auquel on fait aussi référence dans le livre et qui a animé notre réflexion, et vraiment toujours aussi cette symétrie des attentions entre clients et collaborateurs. Petite auto-promo interne, parce que tu disais qu'il fallait promouvoir ce qu'on faisait en interne. Nous, on a décidé hier au sein de l'agence, mais on est beaucoup moins nombreux que Gochaba, on est 6 ou 7, c'est d'offrir une prime de 1 000 € pour tous les collaborateurs qui prendraient une semaine de plus de vacances cet été. Parce que, comme je le disais en intro, je pense que tout le monde a besoin de vacances. C'est pas le moment de garder ses vacances, c'est le moment de partir et de s'aérer. Donc voilà notre petit élément de com interne et externe en même temps sur ce qu'on fait à l'agence. Je vous propose d'aborder un peu le sujet des mythes liés à la marque employeur. Et effectivement, tu le disais en introduction, Chloé, que la marque employeur, bien qu'elle ait 30 ans, n'est pas encore un concept que tout le monde a largement adopté, et que il reste un peu comme cosmétique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce mythe disparaisse et que ça devienne une réalité avec une diffusion, enfin on vient d'en parler de cette notion de diffusion, mais d'adoption et de prise de conscience au-delà de on fait ça quand on a du mal à recruter et qu'on cherche à réfléchir à ce qu'on va mettre sur l'annonce de recrutement, quoi. Oui, enfin, je dis pas que ça reste largement cosmétique, hein. Je pense que les entreprises, elles ont pris conscience de l'importance de la marque employeur, mais je dis que c'est surtout très difficile. En fait, c'est ce que disait Camille. C'est très difficile, je pense, d'aligner le réel, la réalité, le vécu,
les attentes et puis de faire que ça reste comme ça, parce que l'entreprise, elle ne cesse de se développer, de bouger, les attentes des collaborateurs aussi finalement. On l'a vu avec la Covid, là il y a eu des nouvelles attentes et des nouveaux challenges qui se sont posés aux employeurs, et donc il faut rester aligné. C'est une des choses les plus difficiles, je pense, à faire. Donc comment tu dis comment redis-moi ta question en fait, comment comment faire pour que ça reste pas un outil perçu comme cosmétique, mais que ce soit adopté largement dans les organisations. Je pense qu'une des priorités, c'est d'être transparent, c'est d'être honnête, d'être authentique. Mais ça, je pense que les entreprises le comprennent, et parce que le pire qu'on puisse faire, c'est d'avoir une marque employeur super, enfin en termes de communication attractive, etc., et qu'il y ait une déception à l'arrivée. J'ai lu, je crois que c'est Hervé Solus qui disait que 20% des personnes qui arrivent dans un nouveau job, enfin c'était un pourcentage vraiment vraiment important, partaient dans les 3 mois de leur arrivée. Et pourquoi ils partent dans les 3 mois de leur arrivée? Très probablement parce qu'il y a eu grosse déception entre ce qu'on leur avait promis, ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont entendu, et puis ce qu'ils vivent au réel. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Il n'y a pas pire que ça, puisque, enfin, il y a pire, mais on perd de l'argent, on perd du temps, on perd de la motivation. Donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment s'attacher à faire une marque employeur attractive et authentique, les deux à la fois, pour qu'il n'y ait pas ce gap entre ce que j'entends, ce que j'ai envie de faire, et puis ce qui se passe quand j'arrive. Ça, c'est trop coûteux à tous les points de vue. Je pense qu'il y a un truc aussi pour justement, alors, je pense qu'un des sujets, c'est de se poser la question de pourquoi on travaille sa marque employeur. Donc, est-ce que le sujet, c'est en travaillant, par exemple, si je suis une marque B2C, en travaillant ma marque employeur, je vais travailler également ma customer base, quoi. Donc, est-ce que je le fais pour ça? Est-ce que je le fais parce que j'ai du turnover? Est-ce que je le fais parce que j'essaie d'attirer des métiers pénuriques et que j'ai vraiment du mal à trouver ces profils-là? Et la raison pour laquelle je pense que c'est important, tout à l'heure quand je disais que c'est bien de faire des refontes régulières ou de se reposer la question de manière globale, de la même façon, je pense que c'est important de se poser la question de pourquoi on le fait, parce que c'est ça qui va enclencher l'investissement nécessaire en face. Et donc, pour rejoindre ce que tu disais, Chloé, c'est que une entreprise qui se dit oh là là, vite, faut que je travaille ma marque employeur parce que tout le monde le fait, parce qu'il y a des webinaires sur la marque employeur, ça suffit pas. C'est le début, c'est se dire ok, la marque employeur c'est un sujet. Maintenant chez moi précisément, c'est quoi le sujet? Et donc si je sais pas moi, si le sujet d'une boîte c'est de travailler sa customer base, les actions qui vont être prioritaires vont pas être les mêmes que si mon objectif c'est d'attirer des développeurs et j'en ai pas suffisamment. Et c'est là où les méthodes du marketing évidemment sont, j'ai l'impression, après je suis pas experte en marketing, mais j'ai l'impression que c'est globalement complètement transposable. C'est à qui tu t'adresses, les gens à qui tu t'adresses, c'est quoi leurs priorités, leurs objectifs, ils sont sensibles à quoi, etc. Et cette information que tu as sur ta cible, tu vas l'intégrer à ce que tu disais, Chloé, à ton ADN. Donc, effectivement, c'est important qu'il y ait une culture de boîte et que cette culture de boîte, elle soit connue. Mais après, une culture de boîte aussi, ça évolue. Par exemple, il y a une boîte qui fait justement de la mesure de culture d'entreprise. Et eux, ils aident les entreprises qui veulent changer de culture. Donc, les entreprises ont une culture A, ils veulent passer à B. Par exemple, j'ai une culture commerciale, je veux passer sur une culture plus tech. Et pour faire ça, je vais aller mesurer la culture des individus et voir qui j'intègre dans ma boîte pour faire avancer cette culture d'entreprise. Mais c'est important d'avoir des objectifs clairs, je pense, parce que ça demande tellement de travail qu'il faut savoir pourquoi on le fait, quoi. Ouais, et puis moi, pour rebondir là-dessus et faire le parallèle avec le marketing, la marque a quand même une dimension socle de toutes les actions marketing, en fait. Et c'est à partir d'une marque qu'on va faire des actions d'acquisition, qu'on va faire des actions de fidélisation, qu'on va lancer des campagnes de communication, etc. Et ça doit être la même chose dans les RH.
La marque employeur, elle sert de socle à ce qu'on veut faire derrière, soit du recrutement, soit améliorer l'expérience collaborateur, etc. Et il faut poser ce socle. Et poser ce socle, il y a des éléments que tu viens d'évoquer, c'est de bien connaître ses cibles, bien les comprendre, bien définir les valeurs, les éléments de la plateforme de marque en marketing. On va retrouver des notions comme la mission, la vision, le ton, ce genre de choses qu'on va retrouver aussi dans une marque RH pour qu'elle serve de socle et après que toutes les actions qu'on met en œuvre, que ce soit des actions de recrutement, que ce soit des actions de com interne, que ce soit des actions de fidélisation ou de promotion même un peu externe sur la notion de talent, et la cohérence de ce qu'on a donné à la marque avec des choses classiques, évidentes, comme les codes couleurs, le violet pour 1 minute 30, le bleu pour Gauchaba, enfin chacun ses couleurs, son identité visuelle. Et là, on reste dans l'univers de la cosmétique, mais cette cosmétique-là crée de la cohérence parce que crée de la répétition, de l'identité visuelle, de la reconnaissance visuelle, et on reconnaît tous des grandes marques comme les Deux Arches de McDonald's, etc., etc. On va retrouver ça dans la dimension marque employeur. Et puis derrière, il y a des valeurs, il y a des notions fortes pour lesquelles, comme tu l'as dit Chloé aussi en introduction, il faut qu'il y ait une forte cohérence entre ce qu'on raconte et ce que la marque raconte, et ce que l'histoire de marque, et ce que les collaborateurs vivent, ce que les clients perçoivent de ce que vivent les collaborateurs, etc. Ouais, je pense qu'il y a un sujet sur aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de ces sujets de marque employeur où on s'inspire de ce qui vient des États-Unis. Là où pour moi il y a quelque chose culturellement qui est à prendre en compte quand on travaille en France sur la marque employeur, c'est qu'aux États-Unis la relation avec l'employeur elle est transactionnelle, là où en France la relation avec l'employeur elle est très émotionnelle. Et il y a vraiment ce truc de comment on travaille la fierté des collabs qui sont en interne, comment voilà, c'est beaucoup plus intime, je trouve, le lien à l'employeur en France qu'il ne l'est aux États-Unis. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte aussi, je pense, quand on travaille sa marque employeur sur plusieurs pays. Ah oui, d'accord. Et aux États-Unis, du coup, la marque employeur, elle est aussi importante qu'en France? Aux États-Unis, pour moi, elle est hyper importante. Mais le truc, c'est que les États-Unis, ils ont un socle marketing hyper fort, quoi. Enfin, aux États-Unis, c'est un peu caricatural, mais aux États-Unis, les meilleurs des promos, ils vont faire du marketing. En France, les meilleurs des promos, no offense, ils vont faire de l'ingénierie. Donc, il y a un peu le truc aux États-Unis, le marketing, de toute façon, est souvent ils sont très forts en marketing. Mais la relation est plus transactionnelle, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, tu te sens pas trahi. Enfin, je pense moins qu'en France, tu peux pas te sentir trahi par une entreprise parce que aux États-Unis, tu peux être viré du jour au lendemain. Enfin, le lien est transactionnel. Tu fais un travail pour être payé. En France, je trouve que, après, évidemment, c'est caricatural, hein, évidemment que les gens s'associent à leur boîte quand même. On voit Google qui a une marque hyper forte où les gens sont des Googleurs, etc. Mais j'ai l'impression qu'en France, il y a quand même, c'est pas uniquement transactionnel, c'est pas juste l'argent qui entre en compte. Les gens ont envie d'être fiers de la boîte pour laquelle ils travaillent. Ils ont envie de se sentir en cohérence avec leurs collègues, et je pense plus qu'aux États-Unis. Donc, je pense qu'il y a des trucs à inventer qui sont typiquement français sur la marque employeur. On le voit, par exemple, je sais pas, le slip français, par exemple, je trouve qu'ils ont une approche de la question de la marque et de la marque employeur où on voit qu'ils créent des choses assez nouvelles, en fait. Oui. Justement, ça me fait la transition avec le deuxième mythe, mais après, je voulais aussi faire un peu une pause sur le chat. Deuxième mythe, là, tu viens de parler du slip français. Est-ce que la marque employeur ne concerne que les grandes boîtes ou il faut la mettre en place, l'appliquer, enfin la développer pour quelle que soit la taille d'une entreprise? Nous, étant une petite entreprise, on voit que nous, on a des enjeux spécifiques de recruter des métiers pénuriques, donc forcément, la marque employeur est importante. Moi, j'ai l'impression que forcément, il y a un enjeu de marque employeur, quelle que soit la taille de boîte. Après, évidemment, on va pas mettre les mêmes budgets non plus. Et puis, c'est plus facile de mettre en cohérence une boîte de 30 ou de 50 personnes qu'une boîte de 3000 personnes, quoi. Mais c'est bien c'est plus simple, surtout si on pense grossir. Et puis mais la marque employeur, de fait, en fait, elle existe. Enfin, elle existe. Il se passe quelque chose. Il y a même si une boîte est petite,
ou moyenne, elle a une image employeur. Il y a un ressenti des collaborateurs, il y a ce que les collaborateurs racontent à l'extérieur, il y a le besoin de trouver des candidats qui sont effectivement plus ou moins pénuriques. Et donc, autant se saisir de ça et le structurer et en faire quelque chose parce que sinon, de toute façon, elle va exister, mais en dehors de ce qu'on en fait. Donc, autant se saisir de ça. Et effectivement, quand on est une boîte moins importante, enfin plus petite, le budget sera différent, les moyens mis en œuvre sont différents, mais avec de la créativité, on peut faire déjà beaucoup de choses. Donc, je pense que la marque employeur, elle est utile à tous. Et puis, ce qui est utile, c'est de la structurer, de s'en saisir et d'en faire quelque chose plutôt que de la laisser vivre et du coup partir là où on ne veut pas forcément qu'elle aille, quoi. Ouais, enfin, je pense que se poser la question de qui on est et de ce qu'on veut faire, il n'y a pas besoin d'une grosse boîte pour le faire. Et c'est d'autant plus facile à faire quand on est petit que y a moins de personnes à qui poser la question, que les personnes qui influencent ce qu'est la boîte sont plus limitées, donc ça permet de prendre des décisions plus rapidement, mais de poser des garde-fous, poser des guidelines qui permettront de grossir, qui permettront aussi, et ça rejoint ton sujet du recrutement, et je pense que c'est hyper important dans la marque employeur, c'est de savoir qui on veut attirer et quels sont les profils de collaborateurs qui nous ressemblent et avec qui on a envie de bosser. Je pense que il y a un élément, et ça rejoint notre méthode autour de l'expérience collaborateur aussi. Il y a cette dimension, et ça je l'ai vécu. Alors j'ai fait un certain nombre d'erreurs en RH. J'étais pas RH à la base. J'ai fait l'erreur de mettre en place des systèmes de primes assez incentivés pour attirer les gens et pour faire en sorte qu'ils se bougent plus. Je suis d'accord avec toi, ça a été plus un échec qu'autre chose. Et j'ai fait l'erreur aussi de recruter potentiellement des gens qui me ressemblent ou qui m'intriguaient ou qui m'intéressaient, mais qui n'étaient pas nécessairement des gens les plus à même de travailler en équipe, de travailler avec d'autres types de ressources, de les écouter, etc. Et aujourd'hui, on a vachement mieux défini quels étaient les profils en termes de personnalité, et ça rejoint ce que tu disais aussi sur les fonds, les hedge funds méchants, moins méchants, etc. De bien définir la personnalité des équipes que tu veux constituer, parce que elles seront clairement le reflet de ta marque employeur. Et justement, par rapport à ce sujet-là des équipes, pour moi, il y a dans la marque employeur et dans l'ADN de la boîte, il y a un sujet un peu genre bottom-up et top-down. Donc, le bottom-up, c'est tu crées une boîte, par exemple, t'es 3, 4, 5 au début. Ça va créer l'organisme qui va ensuite grossir. Donc, ça donne déjà une coloration à la boîte. Et plus tu grossis, au fur et à mesure où tu grossis, tu regardes, tu as un objectif, tu as une espèce d'étoile polaire où tu as envie d'aller, qui est ton objectif de marque employeur, mais tu as aussi qui tu deviens réellement. Et moi, par exemple, tu vois, chez Gochaba, ce qui est intéressant, c'est le type de personnes qu'on a attirées. Ce qui est marrant chez Gochaba, c'est qu'on vend une solution technologique de recrutement qui promeut la diversité. Et il se trouve qu'on fait partie des startup tech les plus diversifiées du marché. Et ça, c'était intéressant de l'observer, en fait. C'est pas quelque chose qu'on a volontairement créé. Mais du coup, Gochaba, aujourd'hui, c'est bien plus que ce que nous, les 3 associés du départ, on avait créé, parce que chacune a apporté sa pierre à l'édifice. Donc, nous, donc le rôle du dirigeant, des associés, etc., c'est d'avoir une espèce d'étoile polaire. Donc, nous, c'est diversité, utiliser tech for good, etc. Mais après, quel chemin on prend exactement, ça dépend des personnes qui viennent dans la boîte. Et je pense que c'est intéressant d'avoir un cadre qui sécurise tout le monde pour que chacune puisse apporter sa vision de cette boîte. Et du coup, voilà, on est constitué des individus, quoi. On n'est pas, c'est pas un truc qui sort de nulle part. T'as une étoile polaire, mais après c'est un organisme, une entreprise, donc elle dépend des individus qui la constituent. Ouais, c'est un organisme vivant. Ouais. Et alors vous promouvez la diversité avec votre outil de recrutement, mais vous l'avez utilisé sur vous-même, l'outil de recrutement? Oui, on l'utilise. Alors sur les tout premiers recrutements, on l'utilisait pas parce que l'outil était pas encore prêt, et on l'utilise sur les métiers volumiques.
De manière générale, sur les métiers pénuriques, de toute façon, t'as pas tant le choix que ça. Le truc, c'est d'aller chasser des profils, donc t'es moins sur le traitement du volume. Par contre, sur des postes, par exemple, administratifs, voire même commerciaux, on peut utiliser l'outil. Mais nous, ça a été vraiment magique de voir qui vient chez nous, quoi. C'est vraiment marrant. Alors qu'on n'avait pas justement particulièrement travaillé la marque employeur, et on se rend compte que malgré nous, la marque employeur transparaît. Et après, du coup, ton boulot en tant que dirigeant, ça devient juste de homogénéiser tout ça, t'assurer que t'es pas en train de prendre une route qui te convient pas, voilà. Mais c'est déjà une force. En fait. Oui, et d'où la difficulté aussi quand on grossit. Parce que, comme tu le disais, dans un petit groupe, ok, mais ça reste cohérent souvent, et puis la communication passe. Quoique, comme tu disais, c'est pas si évident que ça d'aligner ce qui se passe à la com, au marketing, etc. Mais je pense qu'il y a une taille critique. Alors, je saurais pas dire laquelle, à partir de laquelle il faut vraiment se saisir du sujet et le structurer. Ouais, je pense qu'il y a deux choses. Ça peut être une question de taille critique, ça peut aussi être une question de croissance. Là, moi, j'ai des copains qui recrutent 50 personnes par semaine. Ben là, tu vois, là, il y a vraiment un sujet de savoir qui tu recrutes, quelle culture de boîte tu veux avoir, etc. Et évidemment que dans ces cas-là, tu t'exposes à un churn beaucoup plus élevé parce que tu as besoin de prendre ce qui vient, quoi. Donc, pour moi, c'est plus une question de croissance qu'une question de taille. De vitesse de croissance, quoi. Hein? Tu as de vitesse de la croissance pour savoir. Ouais, de vitesse de la croissance. Ouais. La question de taille, elle se pose si tu n'as jamais travaillé ta marque employeur et que tu t'y mets un jour et que tu es déjà une grosse boîte. Là, oui, la question de la taille se pose. Mais sinon, quand tu démarres une entreprise, pour moi, c'est vraiment la vitesse de la croissance qui va jouer sur à quel point tu dois investir dans cette marque employeur. Ouais. Et le truc, c'est que la marque employeur, pour moi, elle a exactement les mêmes enjeux que la RSE, dans le sens où il y a... tu peux pas... les entreprises dans lesquelles j'ai vu créer un département RSE, pour moi, ça marche pas. Tu peux pas avoir un département qui s'occupe de faire en sorte que l'entreprise soit durable ou ait un comportement RSE, parce que la RSE, elle va se poser à tous les niveaux. Elle va se poser à quel type de financement tu prends, ton produit, est-ce que tu l'orientes par là ou par là, comment, je sais pas, quel type d'ordinateur t'achètes, est-ce que tu essaies de prendre des trucs qui sont un peu plus écolo. Donc, la RSE, pour moi, c'est comme la marque employeur, c'est quelque chose qui se pose à chaque niveau de l'entreprise. Tu peux pas dire bon bah voilà, il y a un tel qui s'occupe de ça. Non, un tel il peut coordonner, il peut communiquer, mais la marque employeur elle va s'incarner à chaque niveau. Exactement. Ouais, ça rejoint un des mythes qu'on voulait lever, à savoir est-ce que la marque employeur est l'affaire que des RH? Non, c'est l'affaire de tous. C'est une vraie question de culture. Tu veux compléter quelque chose là-dessus, Chloé? Non, je trouve que c'est exactement ça, et le parallèle avec les enjeux RSE est super intéressant. Quand tu parles de marque employeur, en fait, déjà, je pense que ça concerne pas que les RH, parce que il me semble que ça doit être, même si dans des petites boîtes ça part de la base et de l'équipe, mais ça doit être insufflé et incarné par la direction. Donc porté avec une vision qui est vraiment à la tête de l'entreprise. Ensuite, c'est vrai que les RH ont un rôle pour faire vivre tout ça et le structurer et le suivre, et peut-être le piloter, le mesurer. Quoique c'est pas forcément tâche facile, mais bon. Il y a aussi au niveau du management, les managers ont un rôle extrêmement important, donc ils sont partout, les managers, pour faire vivre la marque employeur et l'incarner aussi. Et puis ensuite, c'est l'affaire de tous. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que dans la méthode qu'on propose, enfin, c'est de toute façon la marque de fabrique de 1 minute 30. On fait intervenir des gens de tous les services et de tous les secteurs on travaille en intelligence collective pour construire ou redéfinir sa marque employeur, et en fait il y a bien sûr pas que les équipes RH, et il y a des gens, on essaye au contraire de varier et le niveau managérial et les secteurs d'où viennent les personnes qui participent à l'atelier de travail, en fait. Ben, ça fait la transition. Chloé, je te propose de présenter brièvement la méthode qu'on a imaginée, co-construite autour de la marque employeur. Ouais. Avec le Canva.
et puis qu'on puisse en discuter brièvement, répondre. Alors, c'est pas que des Ensuite, questions, c'est beaucoup pour les questions, dans le chat, c'est pour ça que je n'ai pas revu. Voilà, ou des échanges. Il y a beaucoup aussi d'affirmations assez intéressantes. Sébastien qui revient sur les méthodes du marketing pour diffuser la marque employeur. Il parle des influenceurs et les collaborateurs peuvent être des influenceurs et il nous a partagé une start-up qui fait ça. On avait aussi des sujets sur les high potentiels et qui limitaient un peu l'usage de la marque employeur. On pourra revenir là-dessus juste après. Mais si tu nous présentes en 2-3 mots la méthode, oui. Je passe et puis avoir tes celui-là. retours aussi, Camille, avec plaisir. Ok, j'ai 2 slides, je commence par celui-là. En fait, la méthode qu'on propose pour définir sa marque employeur ou la redéfinir, elle passe en 4 étapes. Et on commence toujours, nous, dans nos méthodes de réflexion, sur une compréhension en fait du réel. Ici, il s'agit de comprendre l'identité employeur. Donc, on a un canevas en première partie. Hein. On s'appuie sur un canevas, donc il y a quelque chose d'hyper visuel avec trois secteurs, enfin je trouve plus mes mots, enfin divisé en 3 ce canevas. En haut à gauche, on a le F pour factuel, donc les bénéfices, les compensations, l'environnement de travail, la carrière. En haut à droite, on a en vert le vécu, donc des questions qui concernent comment les valeurs corporate se traduisent dans l'identité employeur. On parle du management, on parle de la culture, on parle de la communication interne et puis donc du ressenti. Et puis en bas, on a le A pour attendu. Et donc c'est une compréhension de nos personas candidats. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qui est important pour les personnes qui viennent travailler chez nous? Qu'est-ce qu'elles attendent? Ensuite, pourquoi on reste chez nous? Pourquoi on nous quitte également? Et puis, on fait un focus sur un certain type de collaborateurs parce qu'évidemment, les attendus varient d'un groupe de collaborateurs à l'autre en fonction de pas mal de critères. Donc ça, c'est le canevas de départ et on travaille dessus en groupe pour comprendre un peu plus comment fonctionne l'identité employeur. Et de ça, on passe à l'étape 2. En fait, on en fait une synthèse et il y a d'autres outils, mais on met en regard l'attendu, le factuel et le vécu. Et on arrive à rédiger ce qu'on appelle la promesse employeur ou la proposition de valeur employeur et qui met en avant les principales propositions de valeur de l'employeur à ses collaborateurs. On passe ensuite à une deuxième partie. Donc ça, c'était pour redéfinir en fait la proposition de valeur. Et dans la deuxième partie, les étapes 3 et 4, on va chercher à construire ensemble le plan de communication employeur ou RH. Et donc, on travaille sur les différents leviers à mettre en place pour communiquer sur cette proposition de valeur. Au début, ça part dans un brainstorm, c'est l'étape 3 où, en gros, on fait sa liste au Père Noël et on regarde tout ce qui serait dans l'idéal bien de faire et ce qu'on voudrait mettre en place pour arriver en étape 4 à refaire une synthèse. On resserre le tout, on hiérarchise, on trie, on regarde ce qui a le plus d'impact et ce qui est aussi réaliste de faire et on pose un plan d'action. Ça, c'est la méthode donc que Minute 30 propose. On peut le faire soit soi-même avec ses équipes, soit animé en un atelier qui dure une journée. Voilà, et dans le livre, il y a 3 méthodes, méthodes marketing pour les RH, celle-ci sur la marque employeur, une autre sur le recrutement dont on a parlé il y a quelques semaines, et une autre sur l'expérience collaborateur. Camille, ton regard sur ces méthodes, sur le livre? Ben oui, là, moi je trouve ça toujours hyper intéressant d'avoir l'enjeu, c'est souvent de synthétiser plein de points disparates et complexes et variés sur un seul un outil qui va pouvoir être utilisé comme étoile polaire par tout le monde. Donc ça, je pense que c'est hyper bien. Dans les attendus, enfin, il y a aussi, je sais pas où vous le mettez, c'est un peu dans les attendus, mais il y a l'idée évidemment d'aller regarder ce qui se fait ailleurs, quoi. C'est bien d'avoir un benchmark aussi, de la même façon que quand tu fais du SEO, tu regardes les mots-clés les plus utilisés, forcément regarder un peu qu'est-ce qui est market practice.
Ouais, absolument, on ne peut pas aborder. Oui, tout à fait. Avant d'aborder l'atelier, il faut regarder ce qui se passe à la concurrence. Mais sachant que ça peut, du coup, là, vous avez quelque chose qui est bien, vous avez un raccourci qui est de passer directement sur les attendus. Et a priori, les attendus, ils sont censés quand même refléter ce que les personnes ont vu ailleurs. Ouais. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir. Ouais. Mais c'est autre chose. Oui, tu as raison. Ce qui se fait ailleurs, ça répond à des attendus et en même temps, voilà, la question est est-ce qu'on veut faire différent, est-ce qu'on veut faire pareil, comment on se démarque. Donc, tu as raison, il y a quand même bien deux sujets. Il y a les attendus et il y a le benchmark. Ouais. Et Chloé m'a fait un retour où tu avais dit que le livre te semblait un peu trop vulgarisé pour toi. Alors c'est vrai qu'il s'adresse pas nécessairement à des chercheurs qui ont travaillé là-dessus, mais l'objectif de nos méthodes, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y avait un côté scolaire dans les méthodes. L'objectif de nos méthodes est vraiment de mettre les gens en action, de leur donner les outils, de leur donner les clés, qu'ils puissent consulter ces bouquins de façon non linéaire et d'aller chercher l'information dont ils ont besoin pour se mettre à l'action. Et l'objectif des Canva, et on est très inspiré par Alexander Osterwalder et le business model nouvelle génération. Pardon, j'ai pas du tout dit ça autour de la table. J'ai pas dit ça sur le bouquin. J'ai pas dit ça sur le bouquin. Je me rappelle de la conversation, Chloé. Je parlais pas du même livre. D'accord. Je parlais pas du livre. Non, on était en train de parler d'un autre livre. Du coup, non, moi je trouve ça, au contraire, je trouve ça hyper bien que sur une méthode qui se veut justement généraliste, qui permette aux gens de prendre en main leur marque employeur, c'est important que ça soit didactique, c'est important que ça soit simplifié. Oui, non, au contraire. Je me rappelle la discussion, Chloé, je viens de percuter d'où vient le malentendu, mais voilà, non, je trouve ça très bien de permettre justement de donner un outil qui permet aux boîtes de se poser une question aussi complexe en la simplifiant, c'est essentiel. Et après, les gens creusent comme ils ont envie de creuser, quoi. Merci beaucoup, Camille. Question de Nagia. On parle de plus en plus de la gestion RSE par le marketing qui est à abandonner et à davantage confier à la finance. Elle faisait référence à ton sujet sur les RSE. C'est intéressant. C'est vachement intéressant. Alors moi, j'ai pas tellement vu ça dans les entreprises avec lesquelles on travaille. J'ai pas vu ce shift-là. Alors moi, je connais pas beaucoup d'entreprises qui a la RSE au marketing, donc peut-être que Nagia est plus experte que moi. Bon, moi, j'ai souvent la RSE dans les grands groupes être quelque chose de séparé. Je pense que j'ai l'impression qu'en France, on a tendance à confier à la finance tous les trucs qu'on veut mesurer. Et je pense que là où la RSE potentiellement devient plus un sujet qui est géré par le financier, c'est parce qu'il y a des KPI, en fait, de plus en plus, les investisseurs ont besoin de savoir objectivement si l'entreprise respecte un minimum de guidelines en termes de RSE. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est de plus en plus mis à la finance. Parce qu'il y a des obligations européennes. Nous, par exemple, nos investisseurs ont des obligations. En tant qu'investisseurs, ils doivent s'assurer que dans leur portefeuille, ils ont, je sais pas quoi, tant de femmes, tant de boîtes qui réfléchissent à leurs émissions de CO2, etc. Donc, je pense que c'est ce que Nagia... C'est un peu la dimension administrative de la RSE. Alors, normalement, c'est censé être... Normalement, c'est censé être bien au-delà de l'administratif. Normalement, c'est l'idée de mesurer l'impact, parce que c'est facile de dire qu'on fait de la RSE, mais si on prend d'un côté pour redonner de l'autre, ça marche pas. Donc, l'idée de mesurer l'impact, je trouve qu'elle est vraiment utile. Et après, est-ce que la finance est la plus à même de faire ça? Moi, personnellement, je pense pas. Je pense que idéalement, tous les départements d'une entreprise devraient avoir des indicateurs et pouvoir les mesurer correctement. Après que la finance intègre, pourquoi pas? Il y avait un sujet dont vous voulez parler, et je rebondis là-dessus, c'est sur la mesure de la marque employeur. Est-ce que ça se mesure? Est-ce que ça se mesure pas? Et ça fera peut-être notre sujet de conclusion, sauf s'il y a des questions en plus dans le chat. Vas-y Camille. Non, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de t'écouter, nous, donc vas-y, commence. Moi, j'ai l'impression que, nous, les méthodes qu'on a mis en place de gestion de la boîte, c'est des OKR, donc c'est Objectives and Key Results. Bon, évidemment, c'est un truc qui vient des États-Unis, donc on peut toujours adapter à sa sauce, mais clairement, avoir des objectifs chiffrés pour tous les départements d'une entreprise, je pense que c'est indispensable. Donc,
qu'on parle de marque employeur, qu'on parle de ce qu'on veut, c'est bien de pouvoir le mesurer. Après, il faut pas non plus être dans une espèce de dictature du chiffre. Donc, évidemment, il y a des choses qui sont qualitatives. Dans la marque, tout ce qui est sur la marque pure, l'évangélisation, etc., il n'y a pas forcément à mesurer en soi des choses. Mais par contre, sur comment la marque est perçue, là, oui, forcément, je pense que c'est utile de réfléchir. Et c'est ce que je disais au démarrage, c'est quels objectifs tu te donnes quand tu travailles ta marque employeur. Est-ce que tu veux attirer des candidats? Est-ce que tu veux rassurer tes clients? Est-ce que tu veux rassurer tes talents en interne? Enfin, donc, selon ton objectif, je pense que ça vaut le coup d'aller mesurer les indicateurs clés par rapport à cet objectif-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il faut, on peut mesurer par rapport à un objectif qu'on s'est donné. Alors, est-ce que c'est de l'attractivité? Est-ce que c'est de la visibilité, de la notoriété? Est-ce que c'est fidéliser les collaborateurs? Et en fonction de ça, on peut se trouver des indicateurs de suivi. Et je pense que c'est nécessaire. D'ailleurs, c'est pas on doit se trouver des indicateurs de suivi pour passe de l'impact des mesures qu'on a prises. Par exemple, il y a beaucoup de choses, mais il faut pas en prendre trop et il faut que ce soit réaliste, il faut que ce soit mesurable, il faut que ce soit cohérent dans le temps pour qu'on puisse suivre évidemment tout ça dans la durée. Mais en fait, ça ressemble à mesurer. C'est pas simple non plus de mesurer une marque. L'impact d'une marque, c'est pareil pour la marque employeur. Quoique, par exemple, si on veut que la marque employeur serve à fidéliser les collaborateurs, là-dessus, je pense qu'on peut trouver pas mal de choses, et ne serait-ce que le taux de turnover, pour se demander, pour se dire, voilà, est-ce que notre travail a eu un impact ou pas. Donc, oui, il faut mesurer la marque employeur, sa notoriété, sa visibilité, ou quoi que ce soit, ce qu'on cherche à faire, en fait. Et effectivement, ça va sûrement être mesuré à plein de niveaux différents. Et donc, ce sera dans plein de services différents qu'on va pouvoir le mesurer. Et je me demandais aussi de mesurer l'impact, en fait, d'une politique RSE à l'intérieur de la marque employeur, enfin, sur l'attractivité d'une marque employeur. Ça pourrait être intéressant. Je sais pas si tu as déjà vu faire ça d'une façon efficace, Camille. Je pense que de manière générale, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de marques intègrent. Bon, par exemple, McDo, ils ont une politique de recrutement axée diversité, et ça, oui, ils le mesurent, tu vois. Bon, après, nous, évidemment, nous, on prend l'angle au sein de la RSE, l'angle que nous on voit le plus, c'est la diversité, et clairement, la majorité des boîtes qui bossent avec nous mesurent la diversité derrière. Accenture aussi. Accenture, ils se posent la question de combien ils ont de personnes qui viennent pas d'école d'ingénieur ou d'école de commerce, par exemple. Ouais. Et je voudrais préciser que la diversité, dans ton optique, et dans la mienne aussi d'ailleurs, c'est pas seulement pour répondre à à une réglementation RSE, c'est vraiment parce que ça répond à un challenge de business, de créativité et d'innovation, enfin un challenge d'innovation aussi à l'intérieur des équipes. Oui, ben évidemment le truc. Alors là, il y a énormément de rapports qui ont été publiés là-dessus, notamment des rapports de McKinsey qui montrent que évidemment les performances économiques des entreprises diversifiées sont meilleures. Il y a plein de raisons pour ça et on va pas s'étendre là-dessus, mais évidemment la diversité c'est bon pour la créativité, pour l'innovation. Et puis et après, évidemment, il y a aussi un enjeu éthique qui est de représenter à minima, essayer de représenter la population à laquelle on s'adresse. Donc voilà. Après, c'est pas non plus dans la diversité. Le problème, c'est qu'on est obligé d'utiliser des proxys, donc des raccourcis comme le genre, l'origine, etc., la nationalité. Là où en réalité, ce qu'on cherche, c'est une diversité de pensée. Ouais. Mais bon, c'est mieux que rien. De toute façon, il faut bien les passer d'une façon ou d'une autre. Donc voilà. Oui, d'accord. Ben, merci beaucoup à toutes les deux. Camille, je serais ravi de te réinviter sur la question de la diversité parce que j'ai l'impression avec plaisir. Et c'est toujours intéressant d'avoir des conversations intéressantes et de partager des passions. Donc avec plaisir pour l'année prochaine, vu que c'était l'année prochaine, la saison prochaine après l'été, tu veux dire. Je vais demander à Abdel de te recontacter pour qu'elle ait une date là-dessus. Ah bah avec plaisir. La diversité, on aura des choses à dire, ouais. Ouais, j'ai l'impression. Et donc c'était le dernier webinaire de cette saison. On se retrouve le 3 septembre avec Anne Duchesne et on va parler
non pas marque employeur, c'est pas ce qu'il m'a écrit Abdel, c'est data marketing et réputation de la marque. Pendant cet été, je vous souhaite de vous reposer, ça c'est important. Puis je vous souhaite aussi, et je vous recommande la lecture de ce livre, 3 méthodes marketing pour les RH. Je vous recommande aussi la lecture de, si vous l'avez pas passé, de Acquisition Strategy Design. On a fini la première édition des 1500 premiers exemplaires du bouquin. Et donc, la réédition est maintenant en librairie avec la deuxième édition, quelques copies corrigées, etc. C'est pas des gros changements. Donc, tous ceux qui ont la première édition, gardez-la. Il n'y a pas besoin d'acheter la deuxième. Mais tous ceux qui ne l'ont pas encore, c'est le moment d'acheter la deuxième. Et voilà. Merci à tous. Je vous souhaite vraiment un très bel été. Reposez-vous, allez loin, faites la fête. Ouais. Bonnes vacances, bon été à tous et à toutes. Ouais. Sortez de chez vous, sortez de votre quartier, lâchez votre boulot. Et on se retrouve le 3 septembre. Merci à tous, salut. Au revoir.